Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons, ou bien même c'est M. Hamid Fall qui accueille l'équipe de l'émission 4e de couverture ici dans ce bureau. M. Fall, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ababakar, je vous remercie. Voilà, nous parlons aujourd'hui de cet ouvrage Hamid Fall, la fiscalité dans tous ses états. Pourquoi aujourd'hui vous avez voulu faire un ouvrage qui va parler de l'état de la fiscalité? Oui, merci Ababakar. C'est une question très intéressante parce qu'en réalité j'ai douté avant de titrer mon ouvrage. J'ai travaillé avec des professionnels du métier et je voudrais célébrer mes 30 ans d'administration fiscale. À mon âge, je fais 31 ans d'administration fiscale et je n'ai pas arrêté d'écrire. Je me suis dit, autant les étudiants, les professionnels, les chercheurs du secteur me sollicitent, autant les livrer quelque part les problématiques avancées sur lesquelles j'ai déjà travaillé depuis des années. C'est ce qui vaut en fait le terme de l'ouvrage. En effet, maintenant nous avons vu que dans l'introduction générale, vous avez parlé des principes fondamentaux du droit fiscal. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand on parle de droit fiscal, quand on parle de dépenses publiques, il y a un lien qui existe entre ces deux concepts. Pouvez-vous revenir sur ces liens? Le lien, c'est la facture. Il y a deux façons de gérer les finances publiques. La recette et la dépense. La recette, c'est l'impôt. La dépense, c'est les fonctions régaliennes de l'État, là où il est censé investir pour améliorer la vie des populations, lutter contre la pauvreté et tout. Mais il y a une dichotomie. Il y a une dichotomie extraordinaire. Laquelle? Parce que, une fois que l'argent, on dit que l'impôt est une prestation pécuniaire sans contrepartie. La définition de Gaston Diaz a été révisée par Lucien Mel et tout. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'impôt aussi sert à faire de la dépense publique. Maintenant, quelle dépense publique? Ça dépasse le technicien de l'impôt. On parle aujourd'hui de la notion de l'impôt. On voit même d'ailleurs que la définition même de l'impôt est en évolution constante. Aujourd'hui, quelle définition pourra-t-on ou bien pourrait-on donner à l'impôt? La définition de Lucien Mel est très intéressante. Parce que Lucien dit que ce ne sont pas seulement pour les prestations de l'État, mais ce sont aussi pour les prestations des collectivités locales et des autres collectivités secondaires. Bon, requise des particuliers, Diaz s'en est limité là, Lucien a ajouté des personnes physiques et des personnes morales. La définition de Lucien Mel est assez exhaustive, mais je pense que jusqu'à présent, elle rend bien compte de la réalité fiscale. Aujourd'hui, quelle est la définition exacte aujourd'hui que l'on peut donner à l'impôt si on devait par exemple le contextualiser au Sénégal, ce qui s'y passe? Parce que nous avons vu dans cet ouvrage que même quand on parle d'évolution de la notion d'impôt, on parle même qu'au début c'était quelque chose comme un attribut de la puissance du prince. En un moment, ce n'était pas une obligation, mais avec l'évolution des États et des systèmes politiques, l'impôt est devenu une obligation. Pourquoi cette évolution et qu'est-ce qui explique réellement cette évolution? Je vous recommande la lecture de André Norris. Quand je faisais ma thèse à Toulouse, je l'ai cité en dernier lieu pour clôturer. Norris avait dit l'impôt, tout en gardant hautement privilégié ses fonctions originelles du Trésor, s'insère désormais dans les instruments de politique générale. Ainsi, il s'accroît à la complicité de la vie publique. Ainsi s'affirme-t-il en son université, en son universalité, et se confirme-t-il en sa pérennité. Bien qu'on ait pu penser qu'un jour, les techniques monétaires parviendraient à permettre au financement indolore de l'action publique. Au reste, la dimension plurimillénaire me permet d'apporter qu'un scepticisme nuancé à toute perspective en la matière. Les institutions fiscales naissent, se développent, se mouillent, mais ne devient pas pour autant d'axe permanent, comme si l'impôt, pourtant soumis aux pulsations du temps, se complaisait paradoxalement dans l'histoire immobile. Quand on parle de politique fiscale, c'est exceptionnel ce que vous dites, c'est intéressant. Vous avez dit que dans la page 17, que la politique fiscale se présente comme une vision à la fois cohérente
édiatique du système fiscal dont elle exprime les mouvements, les transformations et les finalités. Plus concrètement, vous dites, elle désigne la réunion des procédés par lesquels les pouvoirs publics confie aux différentes composantes du système fiscal, outre la tâche de fournir aux collectivités publiques les ressources nécessaires à la couverture des dépenses, celle de modifier et de corriger à court ou à moyen terme la situation économique et sociale de ces collectivités. La politique fiscale, vous nous dites encore, suscite souvent des réflexions majeures. 3 d'entre elles retiendront ici notre attention, c'est ça qui nous intéresse d'ailleurs, le débat entre la neutralité et l'interventionnisme fiscal, la pression fiscale, la fiscalité et l'équité. Au Sénégal, on parle souvent d'une pression fiscale, on parle souvent d'une fiscalité et d'équité. Souvent, on entend que les hauts fonctionnaires, la pression fiscale chez les hauts fonctionnaires n'est pas énorme, alors que chez les Sénégalais d'en bas, la pression fiscale est beaucoup plus énorme. Qu'est-ce qui explique selon vous ce déséquilibre, si toutefois ce déséquilibre est considéré comme vrai? D'accord, question intéressante, Awa Bagar. Je crois qu'il faut restituer à l'impôt son véritable usage. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les pays en développement pour un ancrage réel de la notion d'impôt. Parce que les réalités, comme vous l'avez cité, ne sont pas pareilles. Les pays occidentaux, anglo-saxons, romano-germaniques, africains, du nord comme du sud, vivent des situations très différentes. Mais il y a une constante. L'impôt sert à lever des ressources publiques. Ça, c'est clair. Ça, c'est constant dans tous les pays. Les études empiriques l'ont montré. L'État s'organise pour ponctionner tous les secteurs. C'est ce que moi j'ai appelé dans la théorie des niches, que je trouve être ma théorie personnelle, postdoctorale, les foyers de génération de la matière imposable. Partout où il y a de l'argent, l'impôt vient ponctionner. Ce qui nous amène à la pression fiscale. Pression fiscale, rapport entre recettes et PIB. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une pression fiscale très forte au Sénégal. Le taux de pression fiscale, avant le rebasing des comptes nationaux, était à 19,1% du PIB. Aujourd'hui, on est à 15,1%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'idée générale, l'idéal, et on y travaille, serait à alléger l'impôt sur le revenu. Parce qu'il y a 3 fonctions. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a les droits d'enregistrement des timbres, l'impôt sur le capital, et il y a la TVA. Sur la TVA, l'État gagne beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous venez prendre un café dans mon bureau, vous avez payé 18% de TVA, quel que soit le prix. Donc, il faut qu'on travaille à un allègement de l'impôt sur le revenu. Et ceci entre dans le cadre de la compréhension de la réforme fiscale au Sénégal, puisque récemment, il y a aujourd'hui une réforme fiscale qui est en cours au Sénégal. Pouvez-vous revenir sur les axes, les bases même de cette réforme? Bon, les bases de cette réforme, écoutez, moi, je peux en parler comme ça, parce que je suis dans le secret des dieux, mais je suis assujetti à un devoir de réserve. En effet. Je ne pourrais pas tout dire. Dites aux Sénégalais en tout cas ce que vous pouvez dire. En tout cas, nous allons aider les collectivités locales à avoir plus de ressources à travers la contribution économique locale qui remplace la patente. Patente est un impôt très décrié, difficile, basé sur le chiffre d'affaires, trop de contentieux. Nous allons vers un système plus simplifié. Ensuite, il faut prendre en compte maintenant la découverte au Sénégal du gaz et du pétrole. Qui a fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre. Ça continue de couler. Nous sommes en train de nous préparer pour asseoir un dispositif fiscal qui nous permette d'attirer l'investissement, d'abord au départ, mais de prendre aussi les ressources dues à l'État. Ceci n'est-il pas fait en retard? Parce qu'on sait que depuis 2012, on parle du pétrole et du gaz. On est en 2018 jusqu'à ce présent. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce retard? Il faut poser la question au pouvoir public. Tout le monde a été informé depuis la zone aurifère de Mauritanie et tout. La presse en avait parlé. Mais il est vrai que, je vous rejoins, les services fiscaux et même la volonté politique ont été trop en retard. Donc maintenant, ce retard est en train d'être rattrapé.
En tout cas, au sein de cette bâtisse, nous allons proposer quelque chose d'intéressant. Nous savons que la fiscalité est un facteur de compétitivité. Aujourd'hui, si nous devons réactualiser cette compétitivité de la fiscalité au Sénégal, quel est l'état des lieux, quel est l'état du terrain entre les entreprises? Question intéressante. Depuis longtemps, on a parlé de la fiscalité comme étant la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'un investisseur aujourd'hui qui arrive à Dakar, qui prend résidence dans un hôtel de la place, qui voit ses partenaires, qui veut investir, qu'est-ce qui l'intéresse? Il est intéressé par le climat des affaires. Premièrement, comment ça se passe si j'ai un litige? Est-ce que le juge va trancher? Est-ce qu'il y a de la corruption, oui ou non? Quand j'ai des problèmes financiers, est-ce que ma banque peut me suivre? Donc les facteurs de compétitivité n'incluaient pas la fiscalité. Mais il y a eu une évolution intéressante. Moi, je pense que personnellement, les études que j'ai faites aux États-Unis avec le professeur Dominique Salvatore, je pense qu'aujourd'hui, dans la gouvernance des pays de la sous-région, je parle de la zone UEMOA, qui est ma zone de prédilection, la fiscalité joue un rôle majeur en ce moment. Elle est devenue un facteur de compétitivité. Elle est devenue un facteur de compétitivité. Elle ne l'était pas avant. Mais aujourd'hui, les investisseurs qui arrivent, qui vont à l'Afrique pour se faire enregistrer, qui bénéficient de la suspension de TVA et tout, pour réaliser leur projet au Sénégal, savent exactement que la fiscalité est un facteur de compétitivité. Madame, Monsieur, chers internautes, je rappelle juste qu'aujourd'hui, votre 4e de couverture accueille le docteur Hamid Fall dans son ouvrage La fiscalité dans tous ses états. Je rappelle juste que le docteur Hamid Fall est originaire de Saint-Louis, inspecteur des impôts et des domaines en poste à la DGID du ministère et des Finances, de l'économie et des Finances, où il a gravi tous les échelons jusqu'au poste de chef de la cellule suivi et dialogue de gestion de la direction de la législation, des études et du contentieux. Il a parcouru presque, en tout cas, ce qui frappe chez Hamid Fall, c'est que vous avez fait des études poussées, vous avez fait des études en Sorbonne, à Toulouse, aux États-Unis. Aujourd'hui, vous êtes docteur en droit public, option fiscalité. Quand on parle de la pression fiscale, quand on parle de compétitivité de la fiscalité, on ne peut pas, en tout cas, ne pas parler de l'audit fiscal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'audit fiscal au Sénégal? Bon, l'audit fiscal, moi je ne suis pas dans ce giron, parce que l'audit fiscal, c'est une notion privée. C'est-à-dire que l'entreprise... L'autonomie, par exemple. Par exemple, l'autonomie de l'audit fiscal. Qu'est-ce que vous entendez par autonomie? Parce que vous y dites, parce que vous nous dites que le problème rend compte de la difficulté pour l'audit fiscal de s'ériger comme activité indépendante des autres formes d'audit. Vous nous dites l'autonomie de l'audit fiscal par rapport à l'audit comptable. L'audit comptable est un examen auquel procède un professionnel compétent et indépendant en vue d'exprimer une opinion motivée sur la régularité et la sincérité du bilan et des comptes de résultats d'une entreprise. La démonstration sur l'interdépendance entre comptabilité et fiscalité est très utile. Vous nous dites qu'elle permet d'une part de mesurer le degré de connexité entre les deux matières et d'autre part de conclure à une autre interdépendance entre le contrôle de la régularité comptable et celui de la régularité fiscale. Commentez? Je ne sais pas comment commenter, parce que vous avez cité un passage de l'ouvrage qui est très intéressant. En fait, cet ouvrage-là, il est de Marshall Chadefaux, qui a été mon professeur à Marseille, et il nous a enseigné le cours d'audit fiscal. Bon, l'audit fiscal, c'est un problème d'ajustement interne. Rien à voir avec l'État. Chaque entreprise, autant libre qu'elle soit, demande un audit de ses procédures internes, dont la fiscalité. Maintenant, le problème que je pose dans le commentaire... Y compris le redressement fiscal. J'étais en train d'y venir. Oui, parce que c'est là où j'allais venir moi-même. Oui. Mais c'est vrai que bon, je comprends également votre réticence là-dessus, parce que quand on parle de redressement fiscal dans les entreprises, parfois aussi vous êtes tenu de vous conformer peut-être au droit de réserve, à l'obligation de réserve même peut-être. À l'obligation de réserve. Mais bon, vous pouvez nous dire ce que vous pouvez quand même dire aux téléspectateurs, parce que je rappelle juste qu'il s'agit d'un ouvrage sur la fiscalité. Et souvent,
souvent, docteur, nous avons constaté quand on parle de fiscalité, ce sont des questions souvent sensibles. Des questions d'argent, les gens ne veulent pas en parler. Qu'est-ce qui l'explique? Ça, c'est théorique, c'est une résistance. La résistance à l'impôt est un phénomène du monde moderne et des temps anciens. Personne n'est prêt à mettre la main à sa poche pour donner à l'État. Les gens font aussi des amalgames. Parce qu'ils se disent que cet argent que je cotise, qu'est-ce que l'État va en faire? Est-ce qu'il va financer l'éducation, la formation des jeunes, la lutte contre la pauvreté? Tout ceci. Mais malheureusement, comme je viens de citer André Meurice, les choses ne changent pas. Je pense que l'impôt appartient à l'histoire immobile. Les choses ne changent pas. Bon, maintenant, je pense qu'il est toujours possible de trouver, comme je l'ai dit quelque part dans l'ouvrage, d'optimiser un système fiscal. Il est toujours possible de le faire. Mais il y a ce qu'on appelle la répartition du rôle des acteurs. Il faut que tout le monde joue le jeu. À la page 175, docteur, c'est important puisqu'au Sénégal, on en a beaucoup parlé et continue d'en parler, les Panama Papers. Vous nous dites 4 concepts de base pour une compréhension fiscale. Et parmi ces concepts, vous avez parlé de la notion de bien mal acquis. On sait ce que cette notion a fait au Sénégal entre 2012 à aujourd'hui. La notion de paradis fiscal. Récemment, l'inspecteur des impôts et domaines, l'ex-inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko, en a parlé à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko. La notion d'évasion fiscale. Notre ami, puisque c'est mon ami également, et je salue au passage, et la notion de fraude fiscale. Moi aussi, je le salue au passage. Super alors. Veuillez revenir sur ces notions de base pour une compréhension fiscale. La notion de bien mal acquis. Bon, la notion de bien mal acquis, c'est une notion qui est venue un peu en retard dans la littérature économique. De tout temps, il y a eu des détournements. Et je pense qu'avec les travaux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sur le blanchiment d'argent, on a commencé à s'intéresser à des personnes qui ont des positions de force. Tout se passe entre l'État et la personne qui gère soit des deniers publics ou bien qui est un ordonnateur de deniers publics. Donc bien mal acquis, c'est de la fraude. C'est-à-dire c'est contraire à la loi. C'est de la fraude, elle doit être réprimée et les biens doivent être récupérés et reversés dans leur compte initial. On parle souvent de la notion de paradis fiscal. L'expression paradis fiscal, vous nous dites, au sens strict de fiscalité faible, ne prend son sens qu'en comparaison avec d'autres pays ou d'autres régions du même pays, à fiscalité plus élevée ou moins dans certains domaines ou pour certaines activités. Qu'est-ce que signifie la notion de paradis fiscal pour que les Sénégalais puissent comprendre réellement ce que c'est? La notion de paradis fiscal est très simple. Lorsqu'il y a un paradis quelque part, il y a aussi un enfer quelque part. En effet. L'enfer, c'est justement, je vous rejoins sur votre avant-dernière question, sur la pression fiscale. Il y a un enfer fiscal terrible. Alors les entreprises, comme j'ai développé moi la théorie des 3 modèles, il y a une migration sectorielle de l'entreprise qui signifie, moi je vais investir dans un pays où je paye moins d'impôts. Donc, paradis fiscal, comparativement parlé, je parle par exemple du cas Sénégal-Maurice, où on a signé une convention qui est en train d'être renégociée. Les gens vont investir à Maurice parce qu'ils sont exonérés, par exemple, de toute taxe. Ils ne payent pas d'impôts. Ou quasiment, ils payent une fiscalité, ce qu'on appelle la fiscalité à vocation privilégiée. Il fait une fiscalité faible, ce qui introduit le terme des prix de transfert. Entre entreprises indépendantes, moi je vais loger mon bénéfice mondial dans un pays qui paye moins, qui prend moins d'impôts que la France. D'où j'ai cité sur l'établissement stable, article 209B, article 238A, article 57. Bon, au Sénégal particulièrement, nous sommes en train de nous organiser. Il y a une instruction sur les prix de transfert, c'est-à-dire les relations d'argent entre entreprises, comment on appelle ça encore, entre entreprises de même groupe. Le jeu des bénéfices, nous sommes en train de verrouiller le système. Ensuite, dans la réforme fiscale qui est en cours, qui a été validée en Conseil des ministres récemment, il y a aussi des positions
sur les prix de transfert. Les prix de transfert, c'est l'imposition des entreprises apparentées. Je suis dans un groupe, au Sénégal, le taux de l'IS est à 30%, en France, je suis presque à 41%, je loge mes bénéfices au Sénégal. Parce que je vais payer moins d'impôts. Ce qui est interdit. Ce qui n'est pas interdit. L'entreprise, moralement, l'entreprise, tu sais, il y a un système, il y a le principe de la non-immixtion de l'administration dans la gestion de l'entreprise. Okay. Aujourd'hui, l'Armatan peut dire, je donne 1 milliard à Babacar. Ce n'est pas le problème des impôts. Ce qui intéresse les impôts, c'est d'aller chercher dans ce milliard-là l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous me suivez? Je comprends parfaitement. Maintenant, en faisant ce travail, nous avons vu que dans votre dernier chapitre, ou en tout cas votre dernière étude, étude numéro 19, vous nous dites, puisqu'il ne nous reste que 5 minutes, l'insuffisante capacité de mobilisation de ressources publiques en Afrique subsaharienne. Vous avez fait des propositions d'une matrice d'analyse et d'aide à la décision fiscale, ce qui est très très important. Veuillez revenir sur ces propositions. La matrice, je l'ai conçue aux États-Unis sous la direction du professeur Warren Jones et du professeur Mike Pledge. Pendant 1 an, j'ai travaillé sur cette matrice. C'est ma recherche postdoctorale en ce moment. Je l'adapte dans les pays de l'UEMOA. On a constaté qu'il n'y a pas assez de ressources publiques. Même si le potentiel fiscal est là, les États n'ont pas développé des capacités leur permettant d'engager le maximum de ressources publiques. Donc moi, mon modèle d'analyse se situe en 2 niveaux. L'analyse de la structure fiscale, les droits de douane, comment ils doivent être structurés, l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts locaux pour les collectivités locales, les droits d'enregistrement. Comment, dans un contexte africain, sous-régional, on peut analyser ces critères-là afin d'optimiser un système fiscal. Bon, une fois la structure évaluée, on va aller vers la pression fiscale. J'ai travaillé avec le professeur Heller qui m'a dit bien avant qu'on s'en rende compte, en 1999, qu'il faut au moins un taux de pression fiscale à 20% du PIB. À 20% du PIB. Minimum. Sur cet article-là, j'ai travaillé sur 19,1 du PIB. Mais, finalement, au résultat, si je devais réécrire cet article, je vais corriger le taux. Ils sont à 15,1. Parce qu'on a fait le rebasing des comptes et on s'est rendu compte que le PIB avait été sous-évalué. Comme le rapport pression fiscale, c'est le rapport recette fiscale sur PIB, nous tombons à 15,1. Ça veut dire que nous devenons pratiquement l'un des pays les plus nuls de l'UEMOA. L'un des pays les plus nuls de l'UEMOA. 15,1. 15,1. Le PIB du Sénégal. Non, le rapport recette fiscale sur PIB. Le rapport recette fiscale sur PIB. Le taux. C'est comme ça qu'on mesure la pression fiscale, quoi. Y compris les droits de douane. Y compris les droits de douane. C'est presque la fin de l'émission. Alors, avant même qu'on achève cette émission, vous nous dites à la 4e de couverture que la fiscalité est au cœur du processus de développement. L'impôt permet aux États de disposer des ressources nécessaires à leur action et de modifier de façon indirecte les structures économiques. Sa logique et ses objectifs diffèrent d'un pays à l'autre et les taux d'imposition varient nécessairement. Une place plus grande est ainsi accordée selon les États aux impôts directs ou aux impôts indirects. D'une manière générale, les objectifs de l'impôt peuvent être classés en 3 catégories principales: la redistribution, la correction des imperfections et des externalités et le financement des dépenses publiques. Alors, Dr Hamid Fall, c'est la fin de l'émission. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je vous remercie. Il nous a fallu du temps pour réaliser cette émission, mais dans tous les cas, j'en tire un aspect très positif et je continue d'écrire. Mon 3e livre est en cours, mon 4e livre est en cours. Il sera intitulé Le contentieux fiscal au Sénégal, équilibre entre les droits du contribuable et les prérogatives de l'administration fiscale. C'est sur ces mots que prend fin cette émission, Madame, Messieurs, chers internautes. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.